C'est le journal sur Télé 50. Merci de nous y rejoindre pour vous informer. Le pape Benoît XVI a lancé mercredi un appel pressant au dialogue et à la réconciliation entre les partis en conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il a également appelé la communauté internationale à subvenir aux besoins des populations. C'était lors de l'audience générale hebdomadaire, soulignant le sort poignant de milliers d'habitants et de la région du Kivu contraints d'abandonner leurs maisons et privés des biens de première nécessité. Après des mois d'affrontements armés et de violence, l'Église catholique a dénoncé sans cesse les appétits économiques dans cette zone riche en minerais, en soulignant que les rebelles sont encouragés dans leurs actions armées. Pendant ce temps, à Goma, tout comme à Saké, les activités ont bel et bien repris après le retrait des militaires de 1-23. Il y a quelques heures, un avion venait de décoller de l'aéroport de Goma en présence du ministre de l'Intérieur, ce qui marque ainsi la reprise du trafic aérien. Il en est de même sur le lac Kivu où le trafic a également repris. Des précisions depuis Goma avec Oscar Mbala, journaliste à la RTNC et attaché de presse du ministre de l'Intérieur. Écoutez, depuis 72 heures, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières séjourne à Goma, dans la province du Nord Kivu. C'est au lendemain du retrait de rebelles du M23. Donc, les questions pour Richard Mouyège, comme vous le savez, de venir restaurer l'autorité de l'État, l'administration publique et la sécurité des personnes et de leurs biens. La ville est très calme. Les activités ont repris comme par le passé. Les magasins ont rouvert, les stations-service sont opérationnelles. Quelques banques ont commencé aujourd'hui et nous apprenons que c'est demain que la Banque centrale du Congo va ouvrir elle aussi pour de moins en moins ne pas asphyxier la ville parce que l'aéroport était fermé, toutes les frontières étaient fermées à la suite de la guerre. Maintenant que les choses ont repris, il était question pour le ministre de l'Intérieur de s'assurer de la sécurité des personnes et de leurs biens, raison pour laquelle, aussitôt après son arrivée, Richard Mouyège a eu des contacts avec les responsables de la MONUSCO, notamment le conseiller militaire de Ban Ki-moon, le général Babacar Gueye et le chef du bureau de la MONUSCO ici au Nord Kivu. Deuxième contact avec les officiers parce que le ministre de l'Intérieur a ramené par la suite le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, ainsi que les autorités locales, pour que l'administration reprenne comme par le passé, sans omettre le numéro 2 de la DGM, Jean-Claude Kambe-Tijik, qui est venu aussi donner des instructions claires sur de sa hiérarchie, notamment éviter le règlement des comptes au niveau des services de l'État, parce que nous tous, nous sommes des Congolais, a-t-il renchéri. Le ministre de l'Intérieur est descendu sur le terrain hier pour s'assurer justement de l'effectivité de la reprise des activités ici à Goma. Et la ville est calme, aucun coup de feu, tout est redevenu à la normale. Merci Oscar Mbal pour tous ces détails. Et puisque la prise de la ville de Goma par les rebelles de 1-23 a provoqué une situation humanitaire extrêmement précaire, faisant des milliers de personnes déplacées et des sans-abri, l'ONG Non à l'injustice entend mener une vaste opération en faveur des déplacés de guerre à travers une collecte de fonds dénommée Un pain pour Goma. Et sur ce plateau, nous accueillons le pasteur Abel Mbiour. Il est vice-président de cette ONG. Bienvenue. Merci madame. Alors, c'est quoi cette opération Un pain pour Goma et c'est quoi l'objectif? Voilà, l'opération Un pain pour Goma, c'est d'abord une prise de conscience du peuple congolais. Moi, je crois que c'est une révolution. Il est temps que nous puissions arrêter d'attendre l'aide qui doit venir de l'Occident ou d'ailleurs. Je voudrais vous informer, madame, que l'USAID, par exemple, c'est l'argent des contribuables américains qui nous vient en aide, nous, Congolais. Et je trouve cela inhumain que nous, Congolais, nous puissions rester seulement à chanter. Nous puissions rester seulement dans certaines disputes, dans certaines divisions, pendant qu'il y a des milliers de gens à Goma qui sont en péril. Alors, je crois cependant que, excusez-moi, il est temps que nous puissions prendre notre responsabilité afin que tout Congolais qui est responsable, qui est membre d'une famille, qui puisse penser à ces milliers d'enfants qui sont à Goma, déplacés, qui sont complètement déstabilisés, dont les familles sont brisées. Alors nous avons appelé cette opération Un pain pour Goma, où nous demandons seulement à chaque Congolais s'il peut payer un seul pain pour un habitant de Goma. Voilà. C'est-à-dire à peu près combien? Un pain, 200 francs? Moi, je crois un pain, ça dépend. Un pain de 200 francs, si ça peut suffire à quelqu'un ici à Kinshasa, ça va. Mais moi, je crois que nous avons essayé de mettre le plus bas possible pour donner l'opportunité à tout le monde, à tout enfant, de jeunes et vieux, toute personne pour contribuer à cet événement. Donc, un 500 francs peut aller juste pour soutenir un habitant de Goma. Et vous comptez commencer cette opération quand?
Voilà, madame, je suis arrivé, je vais franchement d'arriver en provenance de Lubumbashi pour lancer l'opération Un pain pour Goma. Donc, officiellement, l'opération, il y a déjà des milliers de gens qui nous ont contactés, qui étaient déjà prêts à affréter des avions afin qu'on puisse les amener à Goma. Mais il s'avère que nous avons voulu donner une certaine primeur à un certain leadership. Moi, je crois qu'il y a un leadership congolais qui doit donner le ton dans cet événement. C'est une grande opération de grande envergure et nous voulons qu'une certaine qualité, excusez-moi, une certaine classe de leadership puisse donner le ton. Et voilà, c'est pour cela que le président des Non à l'injustice a voulu à ce que nous puissions donner la primeur, pourquoi pas, au couple. Justement, vous allez vous y prendre comment à Kinshasa, par exemple, des succursales, vous êtes où, vos installations, comment est-ce que les gens peuvent... Effectivement, nous allons déjà, je crois demain sur vos antennes, nous allons donner les numéros de compte en banque, le compte bancaire qui va défiler sur les bandes passantes de Télé 50 et sur plusieurs chaînes. Et nous allons mettre aussi des points de récolte, nous allons essayer d'utiliser les églises, nous allons utiliser des ONG pour récolter ces fonds. Voilà, c'est pourquoi je salue déjà aujourd'hui les messages donnés par le pape. C'est pourquoi nous appelons tout le monde qui vont s'impliquer dans cette action. C'est une action qui n'est pas seulement pour nous à l'injustice, mais ça concerne tout Congolais. C'est une question d'État, c'est une question de nationalisme, c'est une question de patriotisme. C'est pour cela, madame, tout celui qui sera prêt à nous aider à établir un système bien établi afin de nous permettre la transparence dans les récoltes de fonds et la traçabilité des fonds, il est le bienvenu vers Non à l'injustice. À quand donc le début de cette opération? L'opération débute déjà ce soir, madame. Je suis venu pour le lancement officiel, le président de l'ONG. Donc c'est Télé 50 qui lance l'opération. Voilà, merci à Télé 50 qui est un grand partenaire dans cet événement. Donc je suis venu lancer officiellement la récolte de fonds de Un pain pour Goma qui commence déjà ce soir. Et le président de l'ONG Non à l'injustice a voulu que nous puissions donner notre première invitation aux parents, aux premiers leaders de la nation, le couple présidentiel, afin de poser ce point de 500 francs pour soutenir juste un pain pour un habitant de Goma. Merci Abel Biour. Je rappelle que vous êtes pasteur, en même temps vice-président de l'ONG Un pain pour Goma. Un pain pour Goma. Non à l'injustice. Non à l'injustice, voilà. Et puis la RDC participe à la 18e conférence internationale sur le climat, conférence qui se tient à Doha au Qatar depuis le mardi dernier. Mercredi, du haut de la tribune de ses assises, le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Moukoko, qui représente le pays, a pris la parole et a fait part du souci du gouvernement sur la préservation de ces forêts. Peu avant, la délégation congolaise a présenté la stratégie cadre réduction d'émissions de gaz à effet de serre RED+ du pays. Le chef de la délégation congolaise, le vice-premier ministre, ministre du budget, s'exprime sur le désespoir des Congolais de ne jamais tirer profit de leurs forêts qui par contre contribuent à l'équilibre de l'écosystème mondial. Personne ne peut imaginer laisser à ses enfants un monde condamné, un monde invivable. Mon pays s'engage à faire sa part du chemin et à faire preuve d'ambition dans ce processus innovant de la RED+. Mais seuls, nous ne pourrons y arriver. C'est pourquoi nous lançons un appel à vous tous. Nous sollicitons vos appuis financiers et techniques pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions relever ce défi climatique. Bavon Samputu, ministre de l'Environnement, retient l'attention de l'assistance quand il dévoile la stratégie cadre RED+, document de référence contenant entre autres la vision du pays sur la construction de l'économie verte, la mise en œuvre des politiques sectorielles, le plan d'éradication de la pauvreté et la mise en place du développement durable à l'échéance 2025. Autre présentation, le Fonds national RED+, bras financier de la stratégie. Drainer vers le pays les investissements internationaux, accroître la capacité de coordination du gouvernement pour la gestion des fonds, des axes présentés par Roger Chulungu, vice-ministre des Finances. La République démocratique du Congo réussit ce grand coup de lobbying quelque temps avant de se rendre dans la salle de la plénière pour participer aux côtés des autres nations du monde à l'ouverture officielle de la 18e conférence internationale sur le climat. Revenons à Kinshasa pour parler de la feuille de route, les réalisations et les projets du ministère du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité ont été mercredi au centre d'échange entre le ministre et les responsables des médias. C'est une rencontre qui a été initiée par l'Union nationale de la presse du Congo. Ce fut un véritable marathon auquel s'est livré Célestin Vunabandi. Pendant près de 3 heures d'échanges soutenus avec la représentation de la presse nationale, le ministre du Plan a apporté des explications sur quelques concepts qui fondent l'action du gouvernement. L'essentiel a été dit.
Nous avons suffisamment planché sur nos compétences et sur un certain nombre des actions prioritaires du gouvernement, mais particulièrement de notre ministère. Il apparaît clairement que le monde des médias a besoin d'être informé, a besoin de l'information. Donc nous avons convenu de garder contact parce qu'il faudra communiquer assez souvent pour donner la vraie information et éviter la spéculation. En ce qui concerne le concept révolution de la modernité, les visiteurs du ministère du Plan ont été briefés, question de mettre un terme aux malentendus qui entourent cette vision du chef de l'État. C'était un bonheur d'échanger avec quelqu'un qui connaît, qui maîtrise ses dossiers. Et j'ai particulièrement découvert que le ministère du Plan, et le ministre l'a reconnu, est non seulement transversal, mais c'est un carrefour conceptuel d'autres ministères sectoriels. On rencontre beaucoup de barrières, on n'accède pas aux informations économiques, on n'accède pas aux informations en ce qui concerne les statistiques et toutes les matières qui ont trait à l'économie. Et lorsque nous avons un ministre qui se présente et qui nous donne de la matière, comme ça a été le cas avec le ministre du Plan, nous ne pouvons que nous réjouir. Des précisions ont été apportées sur la constitution d'une base de données, des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité au niveau national, mais aussi par ministère, province, secteur et par périodicité. Révolution de la modernité dans ce journal, le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, a réceptionné le vendredi 30 novembre dernier les clés de l'ouvrage Collège Saint-Louis de Kananga, un établissement d'enseignement scolaire rénové de fond en comble par la Banque mondiale, sous l'impulsion bien entendu du gouvernement congolais. Avec plus de 1300 élèves, le Collège Saint-Louis est la plus grande école des Kananga. Vieille de 50 ans, cette institution qui se mourait vient d'être complètement rétapée et équipée grâce notamment aux efforts du gouvernement congolais par l'entremise de son unité de coordination de projets sur un financement de la Banque mondiale. La République démocratique du Congo, guidée par ses postulats, s'est engagée à doter sa jeunesse des possibilités et cadres adéquats d'apprentissage, des savoirs susceptibles de transformer notre société. La réhabilitation de cette vieille dame des institutions d'enseignement en RDC est évaluée à hauteur de 1,5 milliard de francs congolais. La réception à laquelle nous procédons ces jours n'est pas le fait d'une génération spontanée. Elle est la résultante des travaux d'Hercule abattus par de braves hommes. Nous nous en voudrions de manquer au devoir de reconnaissance, aux efforts de tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de cette œuvre. Et la Providence a voulu que ce soit un ancien du collège qui inaugure le collège Saint-Louis réhabilité. 26 salles de classe sont remises en état, une salle équipée pour l'apprentissage de l'informatique, un internat réaménagé, l'ancienne salle de spectacle de l'école s'est vue lui aussi remise à neuf. Objet de fierté de toute une province, le gouverneur ad interim du Kasaï occidental a convié les bénéficiaires à en faire bon usage. La réhabilitation du collège Saint-Louis des Kananga constitue un geste fort et une avancée significative dans le processus de refondation du système éducatif congolais qui passe aussi par la modernisation de ses infrastructures. Je l'annonçais au sommaire, gérer rationnellement le flux migratoire entre la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, c'est le souci qui aboutit à l'érection de nouvelles installations de la Direction générale de migration à Zongo, au sud Ubangui, dans la province de l'Équateur. C'est le vice-ministre de l'Intérieur, Egide Ngokoso, et le directeur général de la Direction générale des migrations qui ont rehaussé par leur présence la cérémonie d'ouverture officielle de ce poste. Jules Mamba. La coopération entre la RDC et la RCA sont voisins et sans tâche. Les deux pays ont signé il y a peu un accord de coopération dans la gestion des flux migratoires. C'est dans cette optique que la Direction générale des migrations a procédé en 2 semaines à une formation pour la police de l'émigration et immigration de la Centrafrique, à laquelle une 50aine d'officiers de ce pays ont reçu de brevets de participation lors de la cérémonie de clôture. Puis la délégation de Kinshasa et celle centrafricaine ont, en 5 minutes, dans une belle ambiance des piroguiers enjoués, atteint l'autre rive de la rivière au Bangui, à Zongo où justement ils sont allés inaugurer cet imposant bâtiment. Il est construit sous financement du Royaume de Belgique et de la DGM avec un appui technique de l'OIM. C'est une promesse tenue puisqu'il y a 6 mois le directeur général de la DGM l'avait annoncé. Sa détermination a donc pu supplanter le scepticisme affiché
par la population de ce coin en ce moment-là. Pour l'inauguration du bâtiment, le numéro 1 de la DGM est